ambitionnons chez Sika Van Line de vous apporter le maximum d'infos sur le maximum de fonds en passant au crible les produits phares ou les nouveautés des sociétés de gestion. Sur le marché des fonds patrimoniaux, la Française AM met en avant son fonds La Française Patrimoine Flexible et nous allons détailler ses principales caractéristiques en compagnie de son gérant Gilles Ménard. Gilles Ménard, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous êtes responsable du pôle flexible à la Française AM et gérant de la Française Patrimoine Flexible, le fonds dont nous allons parler. Mais Gilles, ma première question est la suivante. À quoi ça sert un fonds flexible tout d'abord ? Alors un fonds flexible, ça sert à permettre à un investisseur qui ne sait pas à quel moment il faut investir sur les actions, à quel moment il faut réduire la voilure sur les actions, à quel moment il faut remettre des produits obligataires dans les portefeuilles. Ça permet à cet investisseur de faire le travail d'allocation et d'aller chercher de la création de valeur sur les différentes classes d'actifs, donc actions, taux, devises, en pilotant le risque et dans une enveloppe globale donc de fonds tels que la Française Patrimoine Flexible. C'est une solution simplifiée pour investir partout. Exactement. Alors, parlons maintenant de la Française Patrimoine Flexible. Son objectif ? Alors, c'est un fonds qui vise à optimiser la performance du fonds, donc sur un horizon de placement 3 ans, donc on part sur un horizon moyen terme malgré tout, avec une enveloppe de risque déployée sur la poche action qui va de 0 à 65, qui est la borne réglementaire maximum sur la partie action. Et c'est-à-dire qu'il est exposé jusqu'à 65% en action. Hein, exactement. C'est ça que vous appelez la borne de risque. Exactement. Ouais. Donc le curseur action peut aller de 0 à 65% et la partie obligataire du portefeuille peut être investie entre 0 et 100% du portefeuille. Alors, vous investissez en actions, vous investissez en obligations, mais pas que. Mais pas que. On a également depuis un certain nombre d'années créé une poche de diversification qui aujourd'hui est concentrée essentiellement sur des paris devises, mais qui peut également, qui a pu à certains moments aller chercher de la création de valeur sur des produits de gestion alternatifs, par exemple, sur des fonds de... Mais aujourd'hui, cette partie du portefeuille, cette diversification du portefeuille est surtout construite sur des paris devises. Vous investissez dans les matières premières également ? On a, contractuellement parlant, la possibilité d'investir entre 0 et 10% sur les matières premières, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas fait, en tout cas depuis 2 ans que je gère ce produit, on n'a pas travaillé sur les matières premières. Géographiquement, vous investissez partout ? C'est un produit toute classe d'actifs, toute zone géographique confondue, donc on peut vraiment investir sur les marchés développés, sur les marchés émergents, sans aucune contrainte. Il y a quelques contraintes réglementaires, mais qui sont relativement larges, on va dire, et qui permettent d'aller chercher un petit peu partout dans les différentes zones. Alors, c'est un fonds d'allocation d'actifs. Comment décidez-vous de l'allocation ? Alors aujourd'hui, on est sur un process qui est vraiment bien calibré, bien structuré, qui s'appuie en fait sur les expertises de la maison, de la Française. Donc moi, j'ai coutume de dire que je suis un gérant généraliste en fait. Mon travail, c'est vraiment d'aller écouter les experts de la maison. Donc on a des expertises sur les grandes classes d'actifs, actions, taux, crédit, dette émergente par exemple. Donc on va s'appuyer sur ces expertises-là. Donc on a des comités mensuels qui permettent en fait à chacun de ces experts de donner ses vues, donc de donner une vue sur sa classe d'actifs avec une tonalité, savoir est-ce qu'il est extrêmement positif sur sa classe d'actifs et pourquoi, ou à l'inverse, est-ce qu'il est plutôt prudent et pour quelles raisons. Donc le rôle au sein de la gestion diversifiée et du pôle flexible, c'est d'aller écouter ces experts, d'implémenter et de chercher à implémenter ces vues au sein de notre portefeuille, donc en modulant bien évidemment les paris, puisque traditionnellement, c'est vrai que les experts, les gérants experts sont souvent positifs sur leur classe d'actifs. Nous, notre rôle, c'est bien évidemment de moduler de relativiser un petit peu. De relativiser bien évidemment et de construire un portefeuille équilibré à partir de ces vues et de calibrer les prises de paris, les prises de risque et les paris actifs qui sont mis en place dans le portefeuille. Donc il s'agit d'aller piocher les expertises, en tout cas retirer la substantifique moelle des expertises, faire le tri entre ce qui relève finalement du socio-affectatis et puis de la pertinence, de l'objectivité pour construire l'allocation. Hein, c'est bien ça. Alors vous investissez en direct et au travers de fonds, je crois savoir. Tout à fait. Donc c'est un produit qui est toujours sous un format fonds de fonds, mais on a depuis 2 ans accru la part des investissements en ligne directe, notamment sur la partie obligataire du portefeuille, puisque par exemple sur l'exercice 2015, on a déployé une partie significative du portefeuille sur des obligations en ligne directe, donc sur des obligations d'État périphériques, sur des obligations d'État sur la partie dette émergente, et pour des proportions qui ont
été significatives. Donc aujourd'hui, le pourcentage d'OPCVM au sein du portefeuille se situe aux alentours de 30%, entre 20 et 30%. Contre combien précédemment ? On est parti, lorsque j'ai repris la gestion du fonds il y a 2 ans, on était à peu près aux alentours de 50%. Donc on a plutôt eu tendance à réduire le poids des OPCVM. Et sur la partie action, on ne fait pas de ligne directe sur la partie action. Par contre, on utilise énormément de trackers et de contrats futurs sur indice on en parlera peut-être dans une question ultérieure, pour accroître justement cette mobilité du portefeuille et cette capacité à allouer et désallouer sur les classes d'actifs. Alors je reviens à la poche fonds de fonds. Enfin, vous êtes un fonds de fonds avec une poche de fonds. Est-ce que cette poche de fonds ne nuit pas à la performance puisque vous avez à supporter des frais ? Bien sûr. Est-ce que donc ça ne grève pas votre performance un petit peu ? Alors je pense qu'il ne faut pas le voir sous cet angle-là, enfin en tout cas c'est pas ainsi que je le vois. La façon dont on utilise les OPCVM au sein du portefeuille, c'est vraiment pour des expertises très spécifiques qui peuvent être soit des expertises maison mais pas que, c'est-à-dire qu'on a toute l'attitude pour aller investir et on l'a fait par le passé, y compris cette année, sur des niches ou des segments qu'on aimait bien, qu'on avait envie d'implémenter dans les portefeuilles. Donc on a été chercher, en fait, on a été faire du fund picking, enfin de la sélection de fonds, en allant chercher les maisons qui sont spécialisées sur certaines classes d'actifs. Et l'intérêt pour nous, c'est d'utiliser ces fonds lorsqu'on a une vue, je dirais, fondamentale de moyen terme. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire c'est pas un mouvement. Vous ne faites pas du trading. On ne fait pas du trading sur ces fonds. Donc quand on a une vue positive sur une classe d'actifs et qu'on souhaite l'implémenter dans le portefeuille, on va aller chercher un gérant actif, c'est-à-dire qu'il va être capable de surperformer, de créer de la valeur par rapport à son benchmark, à la classe d'actifs sur laquelle il gère. Et à ce titre-là, je trouve que la sélection d'un OPCVM apporte de la valeur, même si effectivement il y a des frais sous-jacents. Vous rencontrez donc les gérants et les sociétés de gestion émettrices de ces fonds. Absolument. On a aujourd'hui donc le pôle flexible de la Française donc s'intègre dans une équipe plus globale de gestion diversifiée qui comprend à peu près une dizaine de personnes. Et au sein de cette équipe de gestion diversifiée, on a des analystes gérants qui couvrent à peu près toutes les classes d'actifs. Et donc bien évidemment, lorsqu'on rentre un fonds en portefeuille, c'est un fonds sur lequel il y a eu une analyse préalable, ce qu'on appelle dans notre jargon une due diligence. Donc on a été rencontrer le gérant, il y a une analyse quantitative qui est faite du produit et on est capable, et on le suit bien évidemment a posteriori une fois que le produit est entré en portefeuille. Vous avez dit que du fait de l'investissement en direct, aujourd'hui vous avez une plus grande mobilité qu'auparavant. Ça veut dire que c'est une gestion vraiment active. Les allocations fluctuent très sensiblement, très rapidement ? Alors on a, bien évidemment, comme je vous le disais, c'est un produit avec une approche donc, de moyen terme, 3 ans. On a une revue, je dirais, de portefeuille et de nos vues, c'est-à-dire qu'on revisite nos vues chaque mois, comme ce qui se fait à peu près dans toutes les sociétés de gestion. C'est le pas, je dirais, standard pour voir si quelque chose a changé sur la partie macroéconomique, microéconomique également. Donc on va revisiter nos vues chaque mois, mais bien évidemment, à l'intérieur d'un mois calendaire, on a des positionnements qui peuvent bouger dans des proportions importantes. En tout état de cause, sur l'année 2015, c'est un exemple concret qui permet peut-être un petit peu de mesurer la flexibilité du fonds. On a par exemple une poche action qui a oscillé entre 25 et 65, donc notre maximum réglementaire, avec, je dirais, des allers-retours assez importants. C'est-à-dire qu'on a été capable, typiquement, on est à 25% d'exposition action fin mars, donc à peu près lorsque le marché est tout en haut, pas tout à fait, puisque le marché a continué de monter les 2 premières semaines d'avril, pardon. Néanmoins, voilà, il y a des moments où on est capable de réduire la voilure. C'est ce qu'on nous demande hein, quand on gère un fonds flexible. C'est ce que je vous disais en préambule. L'intérêt, c'est d'être capable, au moment où on considère que les marchés sont soit trop chers, soit qu'ils ont déjà bien payé, soit qu'il y a des risques de réduire la voilure. C'est ce type de mouvement qu'on fait sur le portefeuille. Alors, intéressons-nous maintenant à la performance, parce que ça intéresse tout le monde, justement. Sur 3 ans, vous faites mieux que votre catégorie, avec une performance cumulée de 20,35% et une performance annualisée de 6,37%. Ce sont des performances arrêtées au 16 septembre. Je dois dire qu'en l'occurrence, vous faites mieux également que le fonds que tout le monde regarde, le fonds patrimonial que tout le monde regarde, Carmignac Patrimoine, pour ne pas citer, sur 3 ans. Mais la rigueur et l'honnêteté m'obligent à dire que sur 10 ans, Carmignac Patrimoine fait mieux que vous. Toujours est-il que sur 3 ans, c'est bien. Sur 5 ans et sur 10 ans, vous surperformez encore vis-à-vis de votre catégorie. Néanmoins,
on regarde, et c'est assez criant lorsqu'on regarde la courbe à 10 ans ou même à 3 ans, on sent qu'il y a une accélération de la surperformance depuis 2 ans. Alors, est-ce que c'est une coïncidence avec votre arrivée ou est-ce que c'est dû au fait que vous avez changé des choses dans le process ou est-ce que c'est un coup de chance ? Alors, j'espère que ce n'est pas un coup de chance. J'espère qu'il y a quand même une valeur ajoutée du gérant. C'est un petit peu pour ça qu'on nous demande de travailler. Je pense qu'il y a 2 choses. La première chose qui représente l'essentiel de cette création de valeur additionnelle par rapport à notre univers de comparables, c'est bien évidemment un process qui a été vraiment structuré depuis 3 ans. On a bien revisité toute la partie process, calibrage des paris, calibrage du risque aussi. La Française a développé quand même tout un travail en matière d'ingénierie financière pour le suivi des risques, de contrôle des risques, de reporting, qui font que tout ça fait que je pense qu'il y a un certain nombre d'écueils qui ont été probablement, on a pu ne pas reproduire des erreurs ou en tout cas éviter peut-être des paris un peu trop agressifs à certains moments ou à l'inverse, des prises de paris un peu insuffisantes dans des moments où au contraire il fallait déployer du risque. Donc ça c'est important. Aujourd'hui on a un process qui est vraiment très calibré, très global, qui intègre toutes les vues de la maison. C'est important de dire que le fonds La Française Patrimoine Flexible reflète les vues de la Française. C'est-à-dire que si vous prenez le portefeuille à l'instant T, on publie chaque mois bien évidemment nos allocations, si vous prenez ce portefeuille à l'instant T, vous voyez véritablement, il y a une cohérence entre le discours de la Française et le portefeuille tel qu'il est présenté. Donc ça, je pense que c'est un élément structurant important, puisque c'est quelque chose qui est reproductible dans le temps. A priori, si ce process, il est censé s'améliorer, donc je pense que c'est quelque chose de fondamental. Après, il y a probablement aussi, je dirais, un aspect plus gérant, une façon de travailler peut-être un peu différente, où aujourd'hui on essaie d'être un petit peu plus mobile. Les marchés sont aussi un peu différents. C'est vrai que depuis 3 ans, on a des environnements de marché qui bougent de plus en plus, très volatiles, avec une circulation d'informations extrêmement rapide. Et je pense que le fait d'avoir déployé je dirais un petit peu plus de flexibilité, je dirais sans prendre des paris majeurs, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas le portefeuille de 20% tous les matins, c'est pas ça, mais on va vraiment ajuster au vu d'éléments macro, micro, d'analyse technique également. On peut ajuster. Donc un pilotage plus fin. Un pilotage un petit peu plus fin. Et c'est vrai que si on reproduit ce pilotage de manière régulière, en dégageant un petit peu de performance additionnelle de manière régulière, ça finit par se matérialiser dans les performances sur plus long terme. Alors, la clé, c'est tout de même la construction de l'allocation. Bien évidemment. Justement, aujourd'hui, quels sont les moteurs de performance que vous envisagez pour les mois à venir ? Alors qu'on a un contexte un peu brouillé, C'est clair, on a eu un été chahuté et je pense des investisseurs et des marchés qui sont un peu perdus, même si la Fed vient de ne pas remonter ses taux, mais on sent bien que les marchés sont un peu perplexes sur ce qui nous attend pour les 3 prochains mois. La vue de la maison aujourd'hui est la suivante, c'est qu'on considère que les actifs risqués actions recèlent encore de la valeur, notamment sur la partie européenne. C'est notre principal pari. Aujourd'hui, dans la partie action du portefeuille, c'est entre 45 et 50% du portefeuille à l'instant T. Comme je vous le disais, il n'y a pas un problème de valorisation tout de même sur les actions européennes ? Il ne nous semble pas, en tout cas à l'instant où on se parle, au regard des éléments microéconomiques que l'on connaît, c'est-à-dire les publications des sociétés qui ont été faites à ce jour, et au regard également des évolutions de change, parité de change et des matières premières, et au vu également de la Banque Centrale Européenne qui est quand même très proactive et qui va continuer de l'être au moins jusqu'en septembre 2016, voire au-delà si on écoute certains commentateurs de la Banque Centrale. Donc ces éléments-là militent quand même pour dire les croissances bénéficiaires des sociétés européennes sont mieux orientés qu'ils ne l'ont pas été depuis de nombreuses années et ça laisse encore de la place pour une amélioration des fondamentaux et probablement des valorisations des actions européennes. Donc dans le portefeuille, la principale pondération sont les actions et à l'intérieur de cette poche, on a les actions européennes. Absolument. Aujourd'hui, on a à peu près 40% d'actions européennes dans le portefeuille. C'est quelque chose, comme je vous le disais, j'insiste bien sur le fait qu'on est mobile. Cette poche action, elle a été réduite à plusieurs reprises. Elle était à 65% pratiquement le 25 août. Donc lorsqu'on a ce creux de marché, on a remis du risque action à ce moment-là. Les marchés reprennent. Profiter du rebond. Bien évidemment, les marchés reprennent 10% dans la foulée. On réduit la voilure et aujourd'hui, on est revenu plutôt aux alentours de 40-45. On parle beaucoup de la Chine. Oui.
est-ce que c'est tout de même un facteur d'alerte aujourd'hui? Alors, c'est forcément un facteur d'alerte puisqu'on ne peut pas négliger le mouvement. Quand je dis ou pas, est-ce qu'il est exagéré? Alors, c'est notre sentiment, j'allais y venir, hein, c'est vraiment notre sentiment, c'est-à-dire que aujourd'hui, la vue de la maison, c'est qu'on a une décélération de la croissance chinoise et une décélération de la croissance globale. Hein. Mais cette décélération de la croissance chinoise, elle n'est pas nouvelle. Hein. On n'a pas découvert en août 2015 que la croissance chinoise diminuait. Je vous rappelle, hein, en 2010-2011, on était sur des taux de croissance aux alentours en 2012, on était aux alentours de 10. Voilà, on a structurellement... Là, on a une accumulation de statistiques tout de même défavorables. Absolument. Je pense qu'il y a eu cet effet-là qui a été important. Je pense qu'il y a eu aussi une communication de la Banque centrale chinoise qui a peut-être été mal perçue. Je ne dis pas qu'elle a été mauvaise, mais je pense qu'elle a été mal perçue. Le côté, tout le monde s'est demandé si on rentrait dans un scénario de dévaluation de la devise chinoise. Est-ce que les autorités monétaires allaient être là? On a gelé la cotation de certains titres pendant quelques temps. Tous ces messages-là, ça brouille un peu la lecture des cartes par les investisseurs et l'incertitude est quelque chose qu'on déteste tous les uns et les autres. Et je pense que ça a été très probablement une exagération. Mais force est de constater voilà, qu'on est dans un environnement de croissance qui décélère, donc c'est un élément important à prendre en considération pour la fin de l'année. Au jour d'aujourd'hui, nous, on pense que voilà, on reste dans un environnement de croissance globale voilà, qui se modère. Néanmoins, que ce soit en Europe où on a une amélioration ce qu'on appelle nous le momentum macro, c'est-à-dire voilà, la macroéconomie, donc les fondamentaux, l'activité, la confiance des consommateurs, l'emploi dans certains pays s'améliore. Donc tout ça, c'est quand même des tendances de fond positives pour l'économie dans son ensemble. Alors évidemment, sur la zone européenne, il y a beaucoup de disparités. Hein, c'est-à-dire qu'on prenne la France, l'Espagne. Donc une situation qui s'améliore même si on n'a pas de quoi grimper au rideau. Bien évidemment, quand on regarde les taux de croissance de la zone européenne, on est loin de taux de croissance qui font rêver. Mais... Et sur la partie taux, très rapidement, du coup? Alors la partie taux aujourd'hui... Sachant qu'on a tout de même des banques centrales qui sont toujours... aux manettes et à injecter de la liquidité. Bien évidemment, et probablement encore pour longtemps. Sur la partie taux, on a une vue plus neutre aujourd'hui à la française, c'est-à-dire qu'on considère que les taux sont à peu près au prix en fait. On considère qu'il n'y a pas grand-chose à gratter sur la partie obligataire, j'entends sur la partie taux corps, que ce soit aux US ou en Europe. Donc on a un positionnement sur la partie obligataire qui a été extrêmement allégé dans notre portefeuille. Donc mécaniquement, effectivement, on a un peu plus de cash qu'on en a eu par le passé. Voilà. Sur la partie obligataire, on garde quelques convictions. On n'a plus de high yield, plus de haut rendement sur la partie européenne. On en a eu tout au long de l'année, plutôt en début de période. On en avait remis quand la Banque centrale européenne a lancé son programme de quantitative easing. Aujourd'hui, on a pratiquement plus de high yield européen. C'est pas qu'on a une vue négative, c'est qu'aujourd'hui, on constate quand même que voilà, les flux, le fait que cet environnement soit un petit peu plus compliqué, on se dit qu'on peut avoir, même à la marge, une légère augmentation du taux de défaut des entreprises, même si on n'anticipe pas un taux de défaut qui remonte de manière significative. Donc voilà, c'est plus du pilotage où on se dit à l'instant T, il y a peut-être autre chose à faire que du high yield. Donc on garde un tout petit peu de position sur la dette émergente. On a remis un petit peu de dette émergente durant l'été, considérant que voilà, les primes de risque étaient extrêmement dégradées. Tout le monde avait jeté la classe d'actifs vraiment en se disant c'est vraiment mort. Voilà, comme je vous le disais, on fait des choses de manière disciplinée, progressive. On n'a pas remis 15% de dette émergente, on va le faire de manière progressive. On commence à considérer qu'il y a un petit peu de valeur, mais on va le faire de manière progressive. Très rapidement, Gilles, parce qu'on arrive à la fin, vous investissez dans les devises, votre pari fort, c'est le dollar? C'est le dollar aujourd'hui contre un certain nombre de parités, mais pas seulement. Et surtout, on a clairement une approche très, très mobile, très flexible là-dessus. Donc on a fait bouger les allocations de manière significative sur l'année 2015. Donc un vrai pari long dollar, mais qui bouge, qui est flexible. On est flexible, y compris sur la partie devise. Ultime question, à qui s'adresse la Française Patrimoine Flexible? C'est un fonds patrimonial, donc qui s'adresse effectivement à une clientèle particulière, CGP, institutionnelle. On est sur un produit qui vise à optimiser le couple rendement-risque. Donc je pense qu'un certain nombre c'est un panel assez large de clients souscripteurs sur ce type de produit aujourd'hui. Gilles, merci. Merci Vincent.